les lois sur la liberté d'expression. Le nombre de choses qu'on veut... Vous connaissez la fameuse formule « le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit ». Très bien. Mais quand on voit ce qu'on entre dans la définition du racisme aujourd'hui, l'opposition à l'immigration massive, le constat peut-être du caractère incompatible dans certaines cultures ou civilisations, le constat du lien entre insécurité et immigration, quand on voit tout ce qu'on entre dans le mot racisme aujourd'hui, on constate bien qu'on cherche à bannir juridiquement tout un pan de l'opposition dans nos sociétés. En 1989, après la chute du communisme, on aurait pu croire que l'Occident avait gagné la partie. Ses valeurs, la démocratie libérale, le marché, les droits de l'homme semblaient promis à une extension universelle. 35 ans plus tard, le monde occidental paraît au contraire assiégé, contesté, détesté. De Pékin à Moscou, de Téhéran aux frères musulmans, des régimes autoritaires aux idéologues tiers-mondistes, partout, l'Occident semble devenu un repoussoir et l'objet d'une haine globale. Mais qu'est-ce que l'Occident exactement? Est-ce que ce sont des valeurs ou bien une géographie? Est-ce que c'est l'Europe et les États-Unis? Ou bien est-ce un ensemble, la démocratie libérale, les droits de l'homme, qui sont des valeurs universelles? Est-ce que ce sont nos ennemis qui nous désignent ou bien avons-nous une identité propre enracinée dans une culture? Pour débattre de cette question cruciale, j'accueille dans le club Figaroïdé ce soir Frédéric Martel et Mathieu Bock-Côté. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Frédéric Martel, vous êtes sociologue, écrivain, journaliste à France Culture. Vous produisez la très bonne émission Soft Power qui est diffusée tous les dimanches soirs. Et vous publiez ce livre, cette somme Occident, un livre enquête de près de 600 pages. Vous avez parcouru 52 pays, rencontré des milliers d'interlocuteurs et interrogé ceux qui nous considèrent comme un ennemi, les ennemis de l'Occident. C'est vraiment une plongée passionnante. Vous avez pris d'ailleurs un certain nombre de risques pour ce livre. C'est un livre absolument passionnant. On va en parler tout de suite. Mathieu Bock-Côté, bonsoir. Vous êtes vous aussi sociologue, écrivain et journaliste à CNews. Vous avez l'émission Vous face à Mathieu Bock-Côté. Vous êtes aussi chroniqueur au Figaro, bien sûr. Vous avez publié au début de l'année ce livre Les deux Occidents, où vous analysez la faille atlantique et la grande divergence entre une Amérique trumpienne qui assume le retour de la force politique et une Europe technocratique, dites-vous, post-nationale et progressiste. Vous avez aussi, je signale, publié un nouveau livre récemment, Le pessimiste joyeux, entretien avec Laurent Dandrieux, un livre un peu plus personnel, où vous racontez votre parcours. Alors j'aimerais qu'on commence l'émission par vous, Frédéric Martel. Dans ce livre, je le disais, vous êtes parti à la rencontre des ennemis de l'Occident. Pourquoi cette démarche? Pourquoi est-ce que vous êtes allé voir ceux qui nous détestent pour nous définir? Est-ce que vous pensez finalement que l'Occident ne peut se définir qu'à travers le regard de ses adversaires? Oui, je crois que ceux qui nous désignent, nous définissent, et d'une certaine manière, ça m'intéressait non pas simplement de faire un essai depuis Paris en constatant un certain nombre d'attaques, qu'elles soient intellectuelles ou parfois plus d'ingérence, voire parfois militaires, en l'occurrence la Russie, mais d'aller au contact des intellectuels, des propagandistes, des idéologues, un peu partout dans le monde, aussi différents soient-ils d'ailleurs, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc je suis d'autant plus content de dialoguer avec Mathieu Bock-Côté. D'abord j'aime son côté bon vivant, son côté joyeux, même si on a des différences. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on part pratiquement du même constat. C'est-à-dire que l'Occident au singulier, avec un O majuscule, capital, n'existe pas et qu'il y a plusieurs, disons, identités occidentales. Donc on est d'accord, au fond, sur le diagnostic. Après, la différence, c'est qu'on ne parle pas du même Occident et qu'au fond, on voit différents Occidents et qui ne sont pas exactement au même endroit. Donc, il y a une proximité et une vraie divergence. Mathieu Bock-Côté, sur la démarche de Frédéric Martel, est-ce que vous croyez aussi que c'est intéressant d'aller voir nos ennemis pour comprendre qui nous sommes? D'abord, aller voir nos ennemis en tant que tels, je pense que c'est un bon point de départ, ne serait-ce que pour savoir comment les gens s'auto-représentent eux-mêmes. C'est une tentation trop grande dans le journalisme aujourd'hui, et même dans la vie intellectuelle, de désigner des gens qui sont apparemment des infréquentables, dont on peut parler, mais sans jamais leur donner la parole. Donc, ne serait-ce que savoir ce que les autres pensent de nous, qu'ils soient ennemis, qu'ils soient adversaires, qu'ils soient étrangers, tout simplement, je pense que c'est une démarche absolument légitime. C'est le point de départ d'une enquête intellectuelle intéressante. Parce que trop souvent, dans le monde médiatique
démocratique qui est le nôtre, on se contente d'un jeu d'étiquettes qui fait en sorte qu'on colle l'étiquette et on sait d'avance ce que l'autre dira, ce que l'autre est censé penser de nous. Et on est souvent surpris lorsque l'interlocuteur, l'intellectuel, le politique, quand sais-je, s'éloigne de l'étiquette dans laquelle on voulait l'enfermer. Premier élément. Ensuite, tenir comme point de départ que tous ceux qui nous critiquent sont nécessairement nos ennemis existentiels, c'est peut-être un pas que je ne franchirai pas immédiatement. Je crois que puisque Frédéric Martel a évoqué nos désaccords, probablement que nos désaccords toucheront davantage la définition de ce qu'il appelle, 1, l'Occident, 2, les ennemis de l'Occident, et 3, on en parlera, c'est la question surtout des ennemis de l'intérieur. Oui, Donc, question dont je m'inquiète. Exactement. Et justement, vous avez dit dans une interview au Figaro publiée ce week-end, Frédéric Martel, que vous vous sentiez occidental. Qu'est-ce que ça veut dire être occidental pour vous ? Et allons droit au but, qu'est-ce que c'est que, au terme de votre enquête, comment vous définiriez l'Occident ? Ou les valeurs occidentales. Je me sens occidental dans le sens où ce mot signifie une série de valeurs, notamment autour de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme. Et sur ça, je pense qu'on sera d'accord, en tout cas à grandes lignes, de ce qui nous distingue évidemment des régimes totalitaires, qu'ils soient d'ailleurs de communistes, d'extrême gauche, qu'ils soient d'extrême droite, à travers le monde. Donc moi, je suis, en fait, au terme de cette enquête, moi qui suis un peu sceptique, qui suis d'ailleurs assez critique, y compris avec l'Europe de Bruxelles, je l'ai toujours été pour plein de raisons, on va pour y revenir, il y a un moment, face à une situation mondiale quand même très détériorée, qu'elle soit autour de guerre, qu'elle soit autour, je dirais, d'ingérences étrangères, ou qu'elle soit tout simplement à travers des gens qui veulent notre peau, il est clair que je crois que qu'il faut se réunir autour des valeurs qui sont les nôtres. Et au-delà des divergences qu'on peut avoir, je crois que le fait qu'on soit français, qu'on soit européen, qu'on soit occidental, c'est clairement un livre qui défend l'Occident, en tout cas l'Occident dans ce qui est son histoire, une histoire très ancienne, qu'elle soit grecque, qu'elle soit latine, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'elle soit celle de la guerre froide, ces différentes étapes, différentes est le mot est important, mais en même temps, on sait où on est. Voilà. Mathieu Bocoté, vous adhérez à cette idée que l'Occident, c'est un certain nombre de valeurs, l'état de droit, vous avez cité la démocratie, la liberté, peut-être le pluralisme. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ce sont des valeurs avant tout ? Non, je ne crois pas. Je pense que la civilisation occidentale, si on veut la définir à peu près comme on la voit aujourd'hui, c'est l'Europe plus le monde issu de l'expansion européenne depuis 1492. Donc globalement, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, le Canada, le Québec, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. On pourrait rajouter évidemment 2 ou 3 éléments à travers cela. Donc c'est le monde issu de l'expansion européenne. Ensuite, là où j'ai des réserves, je souscris à l'état de droit, je souscris à la démocratie libérale et tout ça, là où j'ai des réserves à l'idée de définir le monde occidental par une série de valeurs, c'est qu'on le contient dans le temps de manière absolument limitée. C'est-à-dire, si on veut l'inscrire sur le temps long de la civilisation, ben c'est quoi? C'est d'un côté, c'est la philosophie grecque en quelque sorte, c'est la raison romaine, c'est le vieux fond païen de l'Europe, c'est la révélation chrétienne, c'est tout ça à travers le déploiement de la civilisation européenne, c'est une concurrence de différentes formes politiques, l'État-nation, l'Empire à travers cela. Donc, et c'est une série de peuples qui se sont constitués. Et je m'inquiète aujourd'hui de cette volonté de désincarner l'Occident en quelque sorte, une forme d'universalisme radical. Quant à moi, un des enjeux de notre temps aujourd'hui, c'est en 2 temps, c'est d'un côté la désoccidentalisation du monde occidental de l'intérieur, donc le fait que les peuples historiques occidentaux deviennent minoritaires chez eux peu à peu, et par ailleurs, une partie de nos élites, et ça c'est l'héritage, je pense, de 1989, dans la mauvaise part de l'héritage de 89, c'est une forme d'utopie mondialiste qui voudrait globalement définir l'Occident comme un corpus de valeurs fixé par le progressisme occidental entre 1996 et 1998. Je trouve que c'est assez limité finalement comme définition du monde occidental, ce qui ne veut pas dire encore une fois que je ne crois pas à l'état de droit, à la démocratie, tout ça, loin de là, mais et ensuite par ailleurs, je note pour l'état de droit, par exemple, que la transformation de la définition qu'on a imposée de l'état de droit depuis 10-15 ans me semble contraire à la tradition de ce qu'a été véritablement l'état de droit. Deuxièmement, à la démocratie, au libéralisme, à la liberté d'expression. Donc voilà pourquoi je ne définirais pas l'Occident à travers ce corpus de valeurs trop contemporain. Frédéric Martel, vous dites, vous, que les valeurs de l'Occident sont universelles. Est-ce que vous pensez que
tout pays au monde, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, pourrait avoir vocation à devenir une démocratie à l'occidentale. Vous avez rencontré un certain nombre de dissidents à Taïwan, à Cuba, à Téhéran, et vous vous dites que ces dissidents, effectivement, aspirent à un mode de vie à l'occidental. Est-ce que c'est à dire que tout le monde, selon vous, dans le monde entier, pourrait devenir un occidental? Oui, c'est ma thèse, non pas que qu'on doive vouloir imposer nos valeurs, c'est pas du tout ça le débat. Le débat est que je crois que profondément, d'une certaine manière, je suis d'accord avec ce que vient de dire Mathieu Bock-Côté. Je crois que l'Occident dont je parle, c'est pas celui du Conseil constitutionnel des 5 dernières années. Je pense qu'il faut regarder un peu cela avec une certaine amplitude. Je crois profondément qu'il se trouve qu'à un moment donné dans l'histoire, des hommes et des femmes, surtout des hommes d'ailleurs, ont défini la Déclaration des droits de l'homme du citoyen en 1789, d'autres États l'ont fait en 1948 et ont posé un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs-là, ces droits-là, je crois qu'en effet, ils sont universels. C'est-à-dire que ceux qui les ont définis ne parlaient pas au nom des Français, des Européens ou des Américains, ils parlaient au nom du genre humain. Et je pense que et sur ça, je pense qu'on devrait être d'accord. Surtout ces textes-là, sur 48, sur 1789. Et en effet, quand je suis à Taïwan, je suis avec des gens qui pensent ça. Quand vous êtes avec les dissidents congolais, ils veulent ça. Quand vous êtes avec les Iraniens qui sont fait tuer par dizaines de milliers en janvier dans les rues, au nom de la démocratie, ils veulent ça. Et c'est vrai aussi de tous ceux qui appellent à une forme de sécularisme, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils sont contre la religion dans les pays arabes. C'est ce que veulent les 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le Venezuela, etc., etc. Les Cubains, et on pourrait citer aussi les Algériens qui fuient l'Algérie soit parce qu'ils sont kabyles, soit parce qu'ils sont tout simplement en désaccord avec ce pays et rejoignent la France. Donc oui, je crois que nos valeurs sont universelles parce que ce ne sont pas nos valeurs, ce sont réellement les valeurs du monde entier. De ce point de vue, il y a des désaccords très forts avec Hubert Védrine, avec Dominique de Villepin, avec le monde diplomatique, peut-être avec Mathieu Bock-Côté, et je crois à ça à partir de cette enquête de terrain. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Mathieu Bock-Côté? On peut prétendre que ce sont des valeurs universelles, mais il ne suffit pas de prétendre pour que ce soit vrai empiriquement. Empiriquement, le monde, il y a une diversité irréductible, dis-je, des civilisations, des peuples en ce monde. Donc, on a une prétention à l'universel, mais je pense plus que jamais, et je le dis avec tristesse, sans m'en réjouir, mais cette prétention, cette confiance naïve en notre propre vocation universelle est un provincialisme occidental inconscient de l'être. Nous sommes convaincus d'être la norme valable pour le genre humain. Je crois assurément que nous sommes la norme valable pour l'Occident. Mais le fait est qu'on constate, il y a une forme d'héritage là-dessus, on pourrait dire, oui, qui pourrait remonter à la Révolution française si on veut, mais qui est véritablement inscrit dans le cycle 89 et compagnie. À la rigueur, on pourrait penser au cycle de la guerre froide aussi. Donc d'un côté, il y avait un communisme qui se croyait universel. De l'autre côté, il y avait la démocratie libérale occidentale qui se croyait universelle. Mais c'est une forme de guerre civile à l'intérieur du monde occidental, en quelque sorte. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une diversité irréductible dans le monde. Donc on peut prétendre ce qu'on veut. Le fait est qu'une bonne partie du monde nous dit non. Et je ne m'en réjouis pas, je le constate. Ce que vous dites je rejoins les développements d'un intellectuel très célèbre américain, Samuel Huntington, que vous citez également dans le livre, qui, dans Le choc des civilisations, disait « Dans ce monde nouveau, le monde dans lequel nous entrons, je rappelle, Le choc des civilisations, c'est 1996 de mémoire, dans ce monde nouveau, les conflits les plus étendus, les plus importants, les plus dangereux n'auront pas lieu entre classes sociales, entre riches et pauvres, entre groupes définis selon des critères économiques, mais entre peuples appartenant à différentes entités culturelles. Les guerres tribales et les conflits ethniques feront rage à l'intérieur même de ces civilisations. » Frédéric Martel, vous citez Samuel Huntington dans votre livre et vous dites d'ailleurs que de nombreux ennemis de l'Occident citent Huntington. Est-ce que vous pensez que le diagnostic qu'il formule dans Le choc des civilisations est juste ? Bon, chacun en fait sa lecture et c'est ça qui m'a intéressé, c'est de voir comment, et c'est d'ailleurs formidable, et c'est peut-être ça aussi la définition d'un grand livre. Par ailleurs, j'aime beaucoup Huntington, j'aime beaucoup ce livre, malgré tout. Il est caricaturé et souvent il est oui, plus, absolument. il est plus et il se trouve que moi j'ai même même eu la chance de déjeuner avec lui plusieurs fois parce que c'était un très très vieux monsieur au Faculty Club d'Harvard où j'avais le droit d'aller et il était seul et ça m'arrivait d'aller déjeuner avec lui. Parfois il s'endormait, non peut-être parce que j'étais ennuyeux, mais surtout parce qu'il était très âgé, c'était assez touchant. Mais je pense qu'il a raison sur il y a des tensions très fortes culturelles. Et je crois qu'il y a des éléments culturels, des modes de vie, un certain nombre peut-être même de micro-valeurs qui nous séparent les uns des autres. Mais je ne crois pas que ce soit vrai, et là j'ai un profond désaccord avec ce que vient de dire Mathieu Bock-Côté, je ne crois pas que ce soit vrai au niveau des valeurs universelles. Je crois que ce n'est pas vrai que les gens ne veulent pas la liberté. Tout le monde veut la liberté, tout le monde veut la démocratie, tout le monde veut au fond pouvoir gagner sa vie
et ne pas être victime de nomenclatura et de kleptocratie, comme c'est le cas de la plupart de nos ennemis. Et je suis désolé, allez parler, allez sur le terrain, allez voir les gens, y compris à Gaza, je l'ai fait à 2 reprises, allez voir les Palestiniens de Gaza, ils ne veulent pas du Hamas, ils veulent quelque chose, bien sûr qu'ils sont très hostiles à Israël, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas la liberté, qu'ils ne veulent pas la démocratie, ou en tout cas ce qu'ils entendent par là. Après, qu'il y ait différentes formes de démocratie, certains choisissent des monarchies constitutionnelles, d'autres des systèmes présidentiels, d'autres des systèmes parlementaires. Il y a beaucoup de diversité possible. Mais je ne crois pas que sur les droits universels, on ne soit pas en accord. Et j'aimerais qu'on soit d'accord sur ça, Mathieu. On peut avoir des choix. J'aimerais que tout le monde soit riche, j'aimerais que personne n'ait une maladie, ainsi de suite. Mais au final, il y a une réalité. C'est-à-dire qu'on regarde le monde à l'échelle de l'histoire. L'expérience démocratique telle que nous la vivons est une expérience relativement récente qui se passe à l'intérieur d'un certain coin du monde et qui vient avec des préconditions culturelles, anthropologiques, philosophiques, civilisationnelles telles qu'il me semble hasardeux de croire que l'on peut prêter non seulement ses aspirations, mais l'arrière-fond qui les rend possibles partout à travers le monde. Il y a, et là je ne vais pas faire de réduction à bouche, mais au début des années 2000, il y avait quand même cette rhétorique chez les néoconservateurs américains, alors dans une version tout à fait caricaturale et qui ne ressemble pas du tout à ce que vous nous dites, mais j'appelais ça, moi, l'universalisation du monde par le bombardier. C'est-à-dire globalement, on arrive dans un pays, on le bombarde, on liquide le dictateur, on plante une constitution, on fait pousser un marché, et à terme, ça donne un nouveau New Jersey. Mais je pense que la vocation de l'homme sur Terre n'est pas partout de reproduire les codes du New Jersey. Je dis ça sans mépris, c'est un endroit assez agréable dans le monde. Mais le fait est que l'être humain n'est pas partout le même. Et ça, on voudrait le croire. Ensuite, il y a probablement des aspirations universelles au sens où tout le monde veut être heureux, personne ne veut se faire tabasser, tout ça. Mais la traduction politique et culturelle et anthropologique de cela est manifestement plurielle. Et ensuite, on le voit même chez nous, c'est-à-dire au nom des mêmes valeurs dites universelles dont vous nous parlez. Certains vont défendre le voile islamique, d'autres vont s'y opposer. Certains vont défendre une forme, on le voit d'ailleurs en Grande-Bretagne aujourd'hui, une défense de la charia dans les codes d'un universalisme occidental falsifié. Et d'autres vont s'y opposer. Donc je pense que ce que nous devons redécouvrir à travers cela, et c'est peut-être le cœur de nos désaccords, je pense qu'on est moins dans un moment de réaffirmation entêtée de notre universalisme qu'une redécouverte de notre singularité culturelle à l'échelle de l'histoire, de notre singularité civilisationnelle. Et autant nous devons défendre véritablement ce que nous sommes chez nous, autant nous devons peut-être être plus modestes à l'idée de l'importer ailleurs, de l'exporter ailleurs. Bon, je suis assez... je me sens, moi, j'étais hostile à la guerre en Irak, donc je ne vais pas avoir de désaccord sur ça. Et moi, ce qui me gêne dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas tant de vouloir changer le régime iranien ou de vouloir changer le Venezuela, c'est plutôt que, comme vous le dites très bien, c'est pas en assassinant ou en faisant tomber, ce qui est d'ailleurs légitime, ces dictateurs, qu'on va avoir des pays qui vont évoluer. Et donc la méthode, l'impréparation, l'amateurisme, par exemple du Trumpisme, comme à l'époque d'ailleurs de George W. Bush, puisque c'est de lui dont vous parliez, me pose vraiment problème. Et on voit bien la situation, je dirais, l'embourbement actuel. Ça ne veut pas dire pour autant que le peuple iranien n'a pas cette volonté de changer son régime. Et Mathieu, vous ne pouvez pas ne pas défendre les démocrates iraniens. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais ça ne veut pas dire aller imposer nos droits, qu'essayer d'aider ces gens-là à sortir de cette dictature. Je vous rassure, les premiers jours de la guerre américaine, je me suis dit, bon, mais attends, si les Américains... Alors ça, c'est une erreur probablement de méthode que j'ai, mais je me dis toujours que les dirigeants savent ce qu'ils font. Donc je me dis... c'est pas le cas. Je me dis, bon, probablement ils savent ce qu'ils font, ça va durer de 48 à 72 heures, ils ont préparé une insurrection, ils savent comment liquider les méchants, et à la fin, le pays qui, au Proche-Orient, est le plus prédisposé à la démocratie, l'Iran, va être capable de véritablement faire une expérience inédite de démocratisation massive au Proche-Orient. 24 heures, 72 heures, je leur donnais même 96 heures. Mais manifestement, ça ne fonctionne pas encore une fois. Donc il y a, je pense... Ça, on est d'accord. Mais encore une fois, moi... Mais ça ne veut pas dire que le projet ne doit pas être défendu. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Peut-être que vous êtes un idéaliste et Mathieu peut-être plus réaliste. Non, je suis un néo-réaliste. Lui, c'est un pessimiste joyeux, vous êtes peut-être un optimiste. À la Rossellini, si vous voulez. Ça serait ça ma tendance. Mais je crois que, voilà, sur ce point, il y a un désaccord. L'autre point de désaccord, c'est qu'on est
on parle pas il y a deux Occidents, dites-vous. Pour moi, ils sont au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas des mêmes. C'est-à-dire que c'est pas. Moi, je ne crois pas qu'on a d'un côté les États-Unis qui seraient l'Amérique trumpienne et de l'autre le progressisme européen. Pardon, mais j'ai un profond désaccord, je pense, d'analyse sur les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui, effectivement, aujourd'hui, sont dirigés par quelqu'un qui est un autocrate. On le définira comme on veut. Certains disent un dictateur, d'autres disent un néofasciste. Je ne sais pas dans le détail. Ce n'est pas ça l'Amérique. L'Amérique que vous décrivez et que à laquelle vous aspirez n'est pas celle-là. L'Amérique, ça reste une démocratie, Oui. ça reste un pays profondément, je dirais, fédéral, avec des contre-pouvoirs. Mais j'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire. Ce que j'ai dit dans l'ouvrage, dans Les deux Occidents, c'est que l'espèce de mouvement populiste, conservateur, identitaire, appelez ça tout ensemble, qui traverse le monde occidental depuis, à certains égards, le début des années 80, mais surtout le début des années 90, a pris le pouvoir aux États-Unis sans abolir son opposition, évidemment. Et en Europe, il est partout présent, ce mouvement conservateur ou identitaire. On cherche d'ailleurs à tout prix à le tenir hors du pouvoir, à le mater. Et aux États-Unis, il y a encore une Amérique progressiste, bien évidemment, sans le moindre doute. Donc, c'est une forme de conflit qui traverse les deux pôles du monde occidental, l'Europe et les États-Unis, sauf que ce ne sont pas les mêmes courants qui sont au pouvoir dans les deux cas. Frédéric Martel, vous dites que l'Amérique trumpiste représente une forme d'anti-occidentalisme. Cependant, par exemple, vous soutenez dans votre livre les dissidents de Taïwan. Aujourd'hui, les dissidents de Taïwan sont contents que Trump soit au pouvoir parce qu'il les aide énormément. Il aide Taïwan, Trump. Il l'a aidé pendant son premier mandat. Donc, est-ce qu'on peut véritablement mettre les Trumpistes dans le camp des anti-occidentaux, dans le sens où ils sont, pour beaucoup des ennemis que vous décrivez dans ce livre, considérés comme la quintessence même de l'Occident? Moi, ma peur, c'est pas le progressisme. Ma peur, ça reste l'antidémocratie. Ça reste ceux qui détruisent l'état de droit. Et donc, sur Taïwan, vous avez marqué un point, vous avez raison. Simplement, ces jours-ci, c'est-à-dire jeudi, comme vous le savez, il va y avoir une rencontre importante entre Donald Trump et Xi Jinping à Beijing, c'est-à-dire à Pékin. Que vont-ils se dire sur Taïwan? J'aimerais être sûr que Trump défende Taïwan et je n'en suis pas du tout sûr. Je pense qu'il est aussi prêt à abandonner Taïwan qu'il a abandonné l'Ukraine. C'est pas ce qu'il a montré jusqu'à présent, mais effectivement... On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais j'aimerais avoir un président américain. Moi, je suis plutôt, et ce sera notre différence peut-être aussi avec Mathieu, je suis plutôt pro-américain. Je considère que l'Amérique est un allié, elle est avec nous, même on n'est pas aligné avec elle. On peut avoir des divergences, mais on est encore dans l'OTAN, on est encore quand même dans un bloc qui, même s'il est très sous tension, sous pression, ça reste... Je tiens à vous rappeler une forme de nuance géographique importante. Pas nécessairement, je suis québécois. C'est-à-dire, je suis juste au nord de la frontière. Je n'ai pas les moyens d'être ennemi des Américains. Je peux me permettre. Et nous non plus. Donc je ne suis pas anti-américain, ne serait-ce que pour des raisons géographiques. Ensuite, je me méfie par ailleurs de tous les empires et l'empire américain en est un. Moi, je dis souvent, c'est une formule à laquelle je tiens, je regarde la Russie avec les yeux d'un Balte parce que je regarde les États-Unis avec les yeux d'un Québécois. Évidemment, ce n'est pas le même type d'empire, évidemment. Mais le fait est que les empires ont la tentation de voir les cultures périphériques comme des résidus folkloriques à l'échelle de l'histoire qui pourraient être bien balayés parce que la raison universelle exige qu'on passe à un stade supérieur qui dépasse le cadre local dans leur esprit des États-nations. Donc, voilà. Vous avez dit, vous ne vous inquiétez pas du progressisme, vous vous inquiétez surtout de l'antidémocratie. Mais c'est parce que je m'inquiète de l'antidémocratie que je m'inquiète du progressisme aujourd'hui. C'est au nom du progressisme en Europe occidentale qu'on cherche aujourd'hui, qu'on étend l'extension, on multiplie les lois liberticides en matière de liberté d'expression. C'est au nom du progressisme que l'on se permet de verrouiller les institutions pour empêcher la souveraineté populaire de donner des résultats qui seraient indésirés par, on pourrait dire, la nomenclatura des temps présents. C'est parce qu'on se réclame du progressisme qu'on se méfie d'un peuple que l'on présente généralement à la manière d'une forme de masse bizarre de gens un peu teigneux, un peu malodorants souvent, les sans-dents, qui votent mal quand on leur dit pas comment voter, la séquence du Brexit. Donc, c'est parce que moi, je me méfie, vous vous inquiétez du mauvais sort réservé à la démocratie. Je pense que les sociétés occidentales aujourd'hui réservent un bien mauvais sort à la démocratie en nommant tout ce qu'elles n'aiment pas populisme et extrême droite. Ça, je pense qu'il y a un vrai danger pour la démocratie chez nous aujourd'hui. Frédéric Martel, est-ce que vous savez, répondre à ça? c'est un procès que je ne peux pas accepter parce que, d'abord, le progrès, ça reste
ça reste une bonne chose. Le progrès, il peut avoir des erreurs, il y a aussi ce qu'on appelle les dégâts du progrès, il peut y avoir des effets pervers, mais on ne peut pas être contre le progrès, je pense. Le progrès, c'est aussi un pays qui avance, c'est un pays qui change, c'est un pays qui accepte aussi sa modernité, que ce soit les droits des femmes, par exemple, etc. Moi, je me suis battu, y compris quand j'avais 20 ans, contre les excès des militants LGBT. Donc je connais ces limites du progrès, je connais aussi les erreurs que peuvent faire les communautés. J'ai écrit un livre sur le féminisme, j'ai bien vu les excès du féminisme. Mais ce n'est pas parce qu'on dénonce un certain nombre d'excès, ce que j'ai fait, vous étiez à peine né à ce moment-là, enfin en tout cas vous étiez très jeune, ce n'est pas pour autant qu'il faut rejeter les droits des femmes. C'est pas pour autant. Tu parles de ça? Non, mais l'obsession. Mais qui parle de ça? Mais moi, je vous parle de réactions institutionnelles c'est pas pour mater des mouvements populaires. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des excès. Annulation des élections en Roumanie. Mais ces excès ne remettent pas en cause. Non, mais ce que dit Mathieu Bocoté, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, c'est qu'il y a une pente autoritaire à l'intérieur même des démocraties libérales qui se présentent comme libérales, avec peut-être des lois liberticides, une restriction de la liberté d'expression. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat qu'il y a aussi peut-être une tentation autoritaire à l'intérieur même des démocraties libérales? Il y a toujours des tentations autoritaires. La question, elle est, qu'est-ce que dit la loi? Quand vous avez un certain nombre de délires qui ont pu être portés par les uns ou par les autres, la loi, généralement, elle limite ça. Donc, moi, je ne crois pas que le risque aujourd'hui, ce soit la liberté d'expression en France ou même aux États-Unis. Si je peux me permettre, la loi en tant que telle n'est pas un argument. La loi peut être bonne ou mauvaise. Voilà pourquoi on est en démocratie. On peut vouloir la changer. Alors, je constate aujourd'hui, différentes choses. Premier élément, les lois sur la liberté d'expression. Le nombre de choses qu'on veut... Vous connaissez la fameuse formule « le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit ». Très bien. Mais quand on voit ce qu'on entre dans la définition du racisme aujourd'hui, l'opposition à l'immigration massive, le constat peut-être du caractère incompatible dans certaines cultures ou civilisations, le constat du lien entre insécurité et immigration, quand on voit tout ce qu'on entre dans le mot racisme aujourd'hui, on constate bien qu'on cherche à bannir juridiquement tout un pan de l'opposition dans nos sociétés. Quand on voit ce qui s'est fait en Roumanie, moi, Dieu sait que je suis plutôt atlantiste, non, franchement, et j'ai aucune sympathie particulière pour ce qui se passe à l'est pour la Russie. Il n'en demeure pas moins que décider d'annuler une élection sur des bases absolument loufoques, parce que le candidat ne semble pas être aligné avec les valeurs qui sont les nôtres, je trouve qu'il y a un problème. On n'annule pas les élections dont les résultats nous déplaisent. En Allemagne, j'ai aucune sympathie particulière pour l'AfD, mais la volonté d'interdire étape par étape le principal parti d'opposition aujourd'hui, ce n'est pas conforme, à mon avis, à la psychologie démocratique. Quand on cherche par ailleurs une forme de discours de rééducation des populations, en leur expliquant que globalement tout attachement à une forme d'identité nationale traditionnelle serait l'autre nom de la xénophobie et du racisme, j'ai quant à moi de grandes réserves par rapport à ça. Donc je suis de ce point de vue un maximaliste de la liberté d'expression et je me méfie de ceux qui, au nom d'une forme de nouveau despotisme éclairé, nous expliquent que quand la démocratie ne donne pas les résultats souhaités, il faudrait peut-être s'en éloigner. Mais je pense que c'est caricatural et je pense que vous êtes pas. Vous avez tort sur la Roumanie. J'ai vécu en Roumanie plusieurs années. Au début des années 90, si je ne me trompe pas. Oui, il y a un certain temps, mais j'y suis retourné encore plusieurs fois l'an passé, l'année d'avant. Vous êtes sur des ingérences qui étaient manifestes par rapport à des élections qui étaient trafiquées, qui étaient malveillantes. Donc, on n'annule pas l'élection parce qu'elle ne. Si je me rappelle, ça n'a pas été prouvé. En tout cas, il y a des institutions, il y a des cours suprêmes, y compris en Roumanie, et c'est ce qu'elles ont pensé. Moi, je défends l'état de droit, et donc à partir du moment où les institutions de l'état de droit considèrent que ces élections étaient faussées, elles ont été rejouées. Par ailleurs, les gens ont voté à nouveau, et donc il y a un résultat. Oui, on annule le résultat qui ne nous plaît pas et on rejoue jusqu'à ce que ça donne le résultat attendu. Mais en tout cas, je vous suis, et là je serai d'accord avec vous. Moi, je fais partie de de ce point de vue, je suis un libéral de gauche. Je crois qu'il y a effectivement pas de raison d'annuler un parti politique. Je défends le pluralisme. Je fais partie de ceux qui, comme vous l'avez dit, je travaille à Radio France, je fais partie de ceux qui défendent constamment l'idée qu'on doit recevoir tout le monde, que le pluralisme existe. Et je ne crois pas que la liberté d'expression soit le problème principal de nos démocraties. Je crois que le problème principal, c'est l'ingérence russe, c'est l'ingérence des islamistes, c'est l'ingérence des Chinois, c'est peut-être par certains aspects, à travers les GAFA, l'ingérence des États-Unis. C'est pas la liberté d'expression qui est menacée dans notre pays. Ce point-là, on est en désaccord. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur quelque chose qui va peut-être vous mettre d'accord, c'est-à-dire nos ennemis, si on ne peut pas vous mettre d'accord sur la définition de l'Occident, peut-être sur celle de nos ennemis. Frédéric Martel, dans votre livre, est donc, je le disais, une
cartographie des anti-occidentalismes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces ennemis de l'Occident, que vous avez interrogé des propagandistes chinois, des idéologues islamistes, des chavistes, des tiers-mondistes algériens, des slavophiles russes? Qu'est-ce qu'ils ont en commun dans leur rejet de l'Occident? Je crois que derrière le mot Occident, il plaque quelque chose qui n'est d'ailleurs pas nous, et qui est caricaturé. C'est-à-dire, je pense qu'à travers le mot Occident, c'est d'abord la haine de la démocratie. Je pense que c'est la haine de la liberté. Je crois que c'est la haine de l'économie de marché pour certains d'entre eux. Et au fond, tous ces gens qui ont des objectifs et des agendas totalement opposés se rejoignent dans la haine de ce qu'ils considèrent en plaquant et en inventant cette métaphore qui est l'Occident. C'est pourquoi d'ailleurs je pense d'une certaine manière que l'Occident n'existe pas. Il plaque des inimitiés, des ressentiments, il plaque des peurs et dont on fait les frais. En tout cas, ils veulent d'une certaine manière un peu notre peau. Alors, dans certains cas, c'est strictement idéologique, donc c'est pas très grave, c'est de l'ordre du débat d'idées, on peut débattre. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus grave lorsque, en l'occurrence, Poutine envahit l'Ukraine, lorsque la Chine, je dirais, reprend Taïwan. D'une certaine manière, c'était pour une part son droit, puisque Hong Kong rejoignait la Chine. En même temps, il y avait des règles qui avaient été définies pour un certain nombre d'années. Ils n'ont pas respecté ces règles, et c'est pour ça que, personnellement, je suis très derrière je défends les dissidents hongkongais et les militants hongkongais. Notamment, ce livre est dédié à un jeune démocrate hongkongais, aujourd'hui en prison, et j'ai pas envie que ce soit l'étape suivante à Taïwan. Et vous dites aussi que l'anti-occidentalisme est utilisé par ces régimes comme une forme d'assurance-vie et pour masquer leurs propres échecs. Oui, parce que, et ce depuis la conférence de Bandung. Pourquoi, et sur ça on sera d'accord, pourquoi vous détestez la démocratie? Vous détestez la démocratie pas simplement pour des raisons idéologiques, d'abord et avant tout pour des raisons très simples, qui est que ces régimes sont presque tous des nomenclaturats, des régimes, des mafieux, pour l'Algérie du FLN, pour Fidel Castro à Cuba, pour Chavez et au Venezuela, mais aussi pour la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping. Et je crois que cette haine de la démocratie, cette haine de la liberté est d'abord là pour venir défendre tout simplement cette espèce de vol à grande échelle qui est organisé par ces régimes. Et sur ça, on devrait être d'accord. J'aimerais que, si vous voulez, la droite démocratique, parce que même si je ne suis pas aronien, même si je ne suis pas un enfant de Jean-François Revel, ça reste quand même des gens que j'ai lus et que j'ai appréciés. Et je crois que face au communisme, qui n'est d'ailleurs plus très communiste chinois, face à l'ancienne URSS devenue une espèce de néofascisme chez Poutine, face au Venezuela communiste de Chavez ou de Fidel Castro, aujourd'hui Miguel et Delcy Rodriguez, mais qui sont à peu près les mêmes, je crois qu'on devrait être d'accord pour dire que ces régimes sont détestables. Mathieu Bocoté. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu la moindre complaisance envers ces régimes. Vous savez, moi... Non, mais c'est comme si l'Occident était, comme si l'Europe, comme si Bruxelles était l'ennemi. Non. Je pense qu'on peut avoir des désaccords. Je distingue des choses. C'est-à-dire, d'un côté, nous vivons dans un monde irréductiblement pluriel, dans un monde qui est aussi celui de la grande revanche anti-occidentale. Le monde occidental s'est déployé, a dominé, quoi qu'on en dise. Ensuite, des gens qui autrefois étaient vaincus ou dominés veulent prendre leur revanche. À l'échelle de l'histoire, je dirais que c'est banal. Je m'en désole, mais c'est ainsi. Bon. Ça, je suis d'accord. Ensuite, puisque j'ai le souci de nos libertés intérieures, puisque je me méfie, ce que je ne voudrais pas, inversement, qu'on prenne le prétexte des ennemis de l'Occident un peu partout pour balayer le dérèglement interne de nos sociétés qui me semble indéniable. C'est-à-dire que, tout comme vous nous dites, je ne mets pas trop d'équivalence là-dedans, mais tout comme vous nous dites à l'extérieur, on utilise l'Occident comme prétexte pour être capable de légitimer un régime intérieur, je crains qu'aujourd'hui, on prenne prétexte, par exemple, des ingérences étrangères pour dire que tous les résultats électoraux qui nous déplaisent à l'intérieur sont en fait un coup des Américains ou un coup des Russes ou un coup des Chinois ou un coup de je ne sais pas qui. Donc je pense que d'un point de vue occidental, si on a une vision, je dirais, moins ambitieuse philosophiquement de l'Occident, si on se contente d'y voir globalement notre coin du monde, je pense que ce qui nous menace aujourd'hui, et là on n'a peut-être pas la même hiérarchie des périls, c'est la submersion migratoire. D'abord et avant tout, en dernière instance, c'est la question fondamentale. Dans un siècle, les Occidentaux seront minoritaires chez eux si la tendance se poursuit. 2, oui, les lois liberticides en matière de liberté d'expression. J'ajouterais, pour nos sociétés qui se vantent d'être des miracles économiques, le surendettement massif et absolument insensé de nos sociétés témoigne d'un dérèglement des mécanismes à la fois de la production de la richesse et de la répartition sociale. Donc ça, c'est des problèmes intérieurs. Ça n'abolit pas du tout un instant le fait qu'à l'extérieur, on a des régimes qui ne nous veulent pas du bien. Mais à l'échelle de l'histoire, avoir des régimes extérieurs qui ne nous veulent pas du bien est plutôt
banal. Donc, on doit voir évidemment la Chine et le grand ennemi, le grand rival au 21e siècle des Américains. Je ne suis pas certain que l'Europe et les Américains aient exactement le même rapport à la Chine, mais globalement, on est dans la même équipe là-dessus. L'islamisme, bien évidemment, mais il y a une différence par ailleurs, comme je le dis, entre l'islamisme, l'islamisation qui, elle, est le fait de la submersion migratoire. La Russie n'est pas un régime allié, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un régime qui, aujourd'hui, est ouvertement hostile, sans le moindre doute. Je m'inquiète, cela dit, je le disais, de l'instrumentalisation de la menace russe pour présenter ensuite tout ceux qui, à l'intérieur, ne partagent pas la forme de progressisme de centre-gauche dominant, pour les traiter comme des pro-russes. Par exemple, s'opposer à la construction européenne telle qu'elle a pris forme depuis Maastricht ou depuis, trouver le point qui vous intéresse, ce n'est pas être pro-russe que de vouloir aujourd'hui restaurer l'État-nation en Europe. Or, ce que j'entends très souvent, c'est que si vous êtes contre ce que l'UE est devenu, en fait, vous êtes au fond de vous-même un petit pro-russe ou un petit pro-Trump. Je pense qu'en ces matières, la théorie de l'ingérence... Je me donne un exemple québécois, si vous me permettez. Le gouvernement fédéral canadien vient d'expliquer que si les indépendantistes québécois l'emportent dans les prochaines années dans le référendum sur l'indépendance, ou les Albertains qui ont la tentation de l'indépendance aussi, ce serait le coup des Russes. Ah, ça commence à être lourd quand même. Frédéric Martel, ne caricaturons pas. Sur la critique de l'Union européenne. Et sur ça, je suis d'accord. Moi, je suis désolé, je suis convaincu que l'Union européenne, avec tous ses défauts, et je suis le premier à les reconnaître, est la meilleure protection qu'on a face au monde tel qu'il va mal. Et là où on est profondément en désaccord, c'est que bien sûr que l'Union européenne, on peut la critiquer, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui méritent d'être dénoncées, mais ça fait partie du jeu démocratique. Nous avons, vous savez, l'Union européenne, c'est le Conseil européen, d'abord et avant tout, c'est-à-dire la réunion des ministres sur l'ensemble des sujets. C'est ça l'Union européenne. La plupart du temps, c'est ce qui est décidé par les différents pays ensemble. Donc bien sûr qu'on a des désaccords, mais on a des désaccords tout le temps. Lorsque, je ne sais pas, le président Sarkozy ou le président Jacques Chirac prenaient un certain nombre de lois, moi j'étais pas d'accord, mais ça fait partie de la démocratie. On est en désaccord, très bien. On va tout faire pour que les élections d'après... Mais vous conviendrez que le cadre de légitimité n'est pas le même. La nation et l'Union européenne, c'est pas le même cadre. La nation, c'est le cadre du désaccord légitime. L'Union européenne, c'est le lieu d'affrontement potentiel entre des puissances qui ne sont pas exactement les mêmes, des pays. Et n'oubliez pas l'existence de cette nomenclatura, cette couche bureaucratique qui aujourd'hui est liée à Bruxelles et qui a un pouvoir immense et qui a son propre agenda comme toutes les bureaucraties du monde. Oui, mais Mathieu, tous les pays ont leurs apparatchiks et leur système, je dirais, administratif très lourd. C'est effectivement, Trump est élu contre ça, c'est-à-dire contre Washington. Pour une part, le Brexit, c'est effectivement ça, contre Londres et contre Bruxelles. Et moi-même, à nouveau, je vais les commissaires européens, l'appareil que je connais d'ailleurs assez bien, cet appareil bruxellois que j'ai affronté à différents moments de ma vie, que ce soit quand j'étais d'une famille de petits paysans du sud de la France qui en souffraient, que ce soit... Vous avez dit que votre père était agriculteur et avait souffert... Oui, comme tous les agriculteurs du sud de la France, l'Europe, c'est-à-dire essentiellement l'entrée du Portugal et de l'Espagne dans le marché commun, a détruit ces familles-là. Elle a détruit ma famille. Elle a détruit tous ceux qui, au fond, pour des raisons multiples, avaient une agriculture de primeurs, on appelle ça, et les primeurs sont devenus portugais ou sont devenus espagnols, et par nature, on ne pouvait plus les vendre, et donc toutes ces fermes-là, les fermes des Bouches-du-Rhône, ont été ruinées, pour aller vite. Donc je suis le produit de ça, mais c'est pas pour autant, c'est pas ces critiques-là qui font qu'il faut rejeter le projet d'ensemble. Il faut le faire évoluer, il faut le corriger, mais si vous voulez, la France, c'est un petit pays à l'échelle du monde, et on a besoin, sur tous les sujets qui nous occupent... peut-être notre désaccord. Je comprends, vous avez une défense rationnelle et raisonnable du projet européen. Concevez-vous, cela dit, qu'on puisse vouloir sortir de l'Union européenne, donc soit le Brexit ou le Bruxit, donc redéfinir complètement le rapport à Bruxelles ou au droit européen, sans être un joujou, un pantin des Russes. Est-ce que, par exemple, quand des gens disent qu'il faut sortir de l'Union européenne, il y en a, je ne dis pas que c'est mon cas, ceux qui disent ça, est-ce que ce sont nécessairement des pantins des Russes? Écoutez, quand le débat est ouvert, vous avez le droit de défendre toutes les idées en France et en Europe. D'accord, mais celle-là. Mais je n'ai pas de débat, j'ai pas de problème à ce qu'on puisse défendre cette idée. La question, elle est que je pense qu'elle est profondément mauvaise. Elle est mauvaise parce que d'abord, vous ne passez pas 60 ans à construire quelque chose pour tout détruire. Mais c'est une mauvaise idée qui ne fait pas par ailleurs de vous un ennemi Mais ce n'est pas une mauvaise idée. Je pense que le projet européen, c'est ce qui s'est passé de mieux depuis la Seconde Guerre mondiale. Attendez, je voudrais revenir quand même à un autre point de désaccord. Vous avez parlé de la submersion migratoire, Frédéric Martel. Est-ce que, donc dans votre livre, vous définissez les ennemis de l'Occident, est-ce que, effectivement, le phénomène d'immigration massive
massive et incontrôlée qu'on a pu connaître en Occident ces dernières années ne fait pas, en faisant venir des populations qui viennent de cultures moins démocratiques ou qui ont un rapport à la liberté différent, ne font pas venir sur nos territoires des gens qui potentiellement se définissent eux-mêmes comme des ennemis de l'Occident contre nos valeurs. Est-ce que ce n'est pas un risque que vous sous-estimez et que vous n'identifiez peut-être pas dans votre livre, c'est-à-dire le fait de faire venir des ennemis de l'Occident sur le territoire de l'Occident? D'abord, moi, je fais partie je me situe, c'est quand même assez large, d'une gauche qui n'a jamais défendu, en tout cas pas depuis longtemps, le projet d'immigration massive et qui est pour le contrôle des frontières. Donc, de ce point de vue, au niveau, en tout cas européen, j'ai aucun problème à ce que on définisse les migrants qu'on veut et qu'on ait notamment des choix, des quotas. Enfin, c'est un débat assez complexe, mais je ne suis pas du tout pour une immigration ouverte. En revanche, le simple fait que tous ces migrants innombrables veuillent venir aux États-Unis, veuillent venir en France, veuillent venir en Europe, ça dit aussi des choses déjà sur le fait que ces valeurs-là leur plaisent. Alors, ils peuvent venir pour des raisons économiques, ils peuvent venir pour beaucoup d'autres raisons qui ne sont pas toujours aussi légitimes, mais ne sous-estimons pas le fait qu'une partie de l'immigration, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tous les accueillir, loin de là, mais elle est aussi basée très souvent sur l'attraction de nos valeurs. Et puis même quand ils viennent pour des raisons économiques, c'est encore la confirmation que nos modèles fonctionnent. Pourquoi est-ce que les Algériens s'en vont? Parce que l'Algérie, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de pluralisme, mais il y a aussi tout simplement un régime qui économiquement ne fonctionne pas. Donc tout ça donne des arguments au fait que nos régimes et que les régimes occidentaux fonctionnent par rapport à ces pays-là. Mathieu, de votre côté? Que des gens veuillent rejoindre le monde occidental pour différentes raisons, je crois qu'elles sont davantage matérielles que philosophiques, si je peux me permettre, me semble indéniable. Ensuite, le fait est que c'est contre notre intérêt aujourd'hui que de consentir à cette submersion migratoire. Vous vous y opposez et je m'en réjouis, mais le fait est qu'elle est déjà très avancée. Il y a en nos pays, on peut le voir à Bruxelles, on peut le voir en Belgique, on peut le voir à Londres, on peut le voir en France à certains endroits, on peut le voir au Canada, on peut le voir. La submersion migratoire est à ce point avancée qu'il y a une forme de partition ethno-culturelle qui est déjà engagée en certains lieux de nos pays. Donc là, c'est à ce moment qu'on redécouvre une chose, c'est qu'au-delà des arguments philosophiques des uns et des autres, il y a une dimension démographique, culturelle, anthropologique, qui est probablement plus importante que toutes les autres. Et ça, je le dis d'expérience qui est la mienne, vous savez, être minoritaire chez soi, vous avez le droit de négocier les droits, mais vous perdez le pouvoir. Eh bien, j'ai l'impression que le jour où les Européens seront minoritaires chez eux, ils négocieront des droits. On négocie toujours des droits, mais les droits, on nous les accorde ou non. Mais ils auront perdu le pouvoir. Et je pense que cette dimension, on est incapable de la penser parce qu'on est aveuglé par un universalisme tel qui fait qu'on définit nos nations strictement en termes juridiques et administratifs, et on n'est plus capable de nommer leur substrat culturel et démographique. Et je me permets, c'est simplement une espèce de... Je fais l'esprit d'escalier, un tout petit argument sur ce qu'on disait tantôt, 60 ans d'Europe... Tantôt. Oui, ça, on dit chez nous, on disait il y a quelques instants. Vous nous dites, après avoir construit la construction... l'Europe, on ne détruit pas, on ne déconstruit pas quelque chose qu'on a pris tant de temps à construire après tant de décennies. Je relisais hier soir avec amusement ce que disait François Mitterrand au moment de la chute de l'URSS. Puis il disait, bon, ça fait quand même 70 ans environ qu'on construit un bel appareil post-national comme ça. On pourrait quand même préserver une forme d'union et on peut le réformer de l'intérieur, mais on ne va pas détruire l'URSS. Les Baltes sont un peu capricieux quand même à vouloir à tout prix s'en sortir. Qui sont-ils d'ailleurs, cette espèce de tribu bizarre un peu à l'ouest de la Russie, franchement? Bon, et puis de la même manière, est-ce qu'il fallait vraiment détruire cette belle construction post-nationale qui était la Yougoslavie, Serboslavie? Ben, les Croates le croyaient, puis les Slovènes le pensaient. Puis faut-il déconstruire cette belle construction post-nationale qu'est le Canada? Bien évidemment. Donc de ce point de vue, je me méfie de tous les empires post-nationaux et de l'Union européenne en partie. Je vous donne raison sur ce point. Moi, je suis rentré en politique contre ces deux idées précisément de François Mitterrand, et c'est pour ça que j'ai jamais été mitterrandiste, mais rocardien, puisqu'on était en grand désaccord avec François Mitterrand sur l'URSS, sur la Yougoslavie en particulier, et c'est précisément sur la guerre en Yougoslavie que je rentre en politique. Qui est un ami de l'indépendance du Québec, je le dis comme ça. Au passage. Là où il y a un désaccord, c'est par exemple sur le diagnostic que vous faites sur la submersion migratoire. Vous savez, toutes les données, et peut-être sont-elles sous-estimées, et je pourrais être d'accord avec vous sur ça, enfin, on parle de 10-15% de la population française. Ce n'est pas la submersion, et ça ne sera pas la subversion. Parce que je crois que, vous savez, il y a une chose qui s'appelle l'intégration, et que regardez les Italiens, regardez les Portugais, regardez les Espagnols, au bout de 20, 30, 40 et de 2 générations,
ans ou générations, vous constatez qu'ils sont parfois plus français que les Français. Donc je crois qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des problèmes innombrables, et je vous donne un point sur ça, mais on n'est pas en risque de submersion. Là, je ne crois pas une seule seconde, si vous voulez, au grand remplacement. Je crois que la France reste la France, je crois que l'identité française est forte, et je crois que ceux qui défendent le plus... Regardez, je ne sais pas, on pourrait prendre beaucoup de personnes issues de l'immigration, ce sont souvent ceux qui défendent le plus et le mieux la France. Donc prenez une Sophia Aram, prenez aussi, regardez les Juifs qui se sont intégrés en France, qui sont aujourd'hui les défenseurs de la laïcité et de l'esprit français le plus magnifique. Donc je ne crois pas, je crois que les gens s'intègrent, je crois que l'intégration réussit, mais simplement ça prend un certain nombre d'années. Et là où vous avez raison, c'est que si vous avez une immigration de masse sans limite, c'est difficile d'intégrer. Dans un collège, si vous avez 20% d'immigrés ou de migrants, vous arrivez à fonctionner. Si vous avez 95%, c'est sûr qu'il y a un problème. Alors, je pense que si on a un désaccord ici, premièrement, je crois que le processus de submersion est déjà très avancé. Deuxièmement, on cherche à le maquiller de mille manières avec des d'appareils statistiques, c'est-à-dire de neutraliser, en fait, l'ampleur du changement démographique qui change la définition même du peuple français et du peuple québécois et du peuple britannique. Ça, c'est vrai partout en Occident, même si ce n'est pas aussi avancé partout. Je pense par ailleurs qu'on intégrait manifestement plus facilement des Portugais ou des Italiens que des gens venant non seulement de cultures autres, mais de civilisations autres. Par ailleurs, dans une très grande rapidité, c'est-à-dire à l'échelle de l'histoire, en 25 ans, c'est une forme de coup d'État démographique qu'on a imposé aux Occidentaux. Et ajouter à cela le fait que nos propres sociétés doutent d'elles-mêmes comme jamais aujourd'hui, et chaque fois qu'elles veulent prendre les moyens nécessaires pour l'intégration, l'assimilation des immigrés, eh bien, on les accuse d'avoir des politiques de racisme systémique et discriminatoire et tout ça. Je pense qu'à la fin du présent siècle, en fait, les peuples historiques occidentaux seront minoritaires chez eux parce que si on peut toujours intégrer ou assimiler un individu, des individus sans individus, à partir d'un certain seuil, comme disait Toynbee, repris par Denis Arcand, il y a trois faits, le nombre et le nombre. Et le nombre, aujourd'hui, nous condamne d'une certaine manière à devenir étrangers chez nous. Frédéric Martel, dans votre livre, vous évoquez aussi un peu les idiots utiles des anti-occidentalistes à l'intérieur de l'Occident, et notamment à gauche, où toute une partie de l'intelligentsia a été fascinée par les régimes autoritaires, en tout cas indulgents. Comment vous expliquez cette fascination d'une partie de la gauche? Vous évoquez Sartre, Foucault, Badiou, Butler, Chomsky, tous les post-coloniaux qui ont finalement regardé un peu avec les yeux de chimène ces régimes autoritaires et entretenu aussi l'Occident dans sa propre culpabilité, dans une forme de haine de soi. Comment vous expliquez chez ces intelligentsias de gauche cette haine de soi et cette culpabilisation? D'abord, moi j'ai des ennemis à droite, mais j'en ai aussi à gauche. Et c'est peut-être ce qui nous distingue. Il y a un certain nombre de gens, dont vous êtes peut-être, qui considèrent qu'on n'a pas d'ennemis à droite. Moi j'ai des ennemis des deux côtés. Donc je suis le premier à critiquer mon propre camp. Et je dirais que c'est peut-être ça, un peu ce que je crois être la définition du journaliste, la définition de l'intellectuel, c'est la capacité à critiquer les siens. Vous le faites aussi, donc sur ce point, on peut être d'accord. Oui, en effet, je crois qu'il y a à gauche, disons à l'extrême gauche, appelons les choses comme elles sont, à l'extrême gauche, il y a eu beaucoup, que ce soit Sartre avec Mao, Sartre avec Castro, que ce soit Foucault avec l'ayatollah Khomeini, que ce soit Philippe Solers avec les maoïstes, que ce soit Judith Butler avec le Hezbollah ou le Hamas. Il y a effectivement un grand nombre d'intellectuels d'extrême gauche qui, pour différentes raisons, soit par haine de soi, haine de l'Occident, parfois c'est parce que on est très très anti-israélien et on va plaquer cet sionisme, pour être gentil, sur un certain nombre de débats contemporains. Il y a aussi la haine du capitalisme, il y a la haine... alors on a le droit de critiquer le capitalisme, mais le débat n'est pas là. Par contre, est-ce qu'on a le droit de caricaturer l'économie de marché alors même qu'elle est aussi fréquente dans les pays musulmans, en Chine, en Russie, enfin, critiquer l'économie de marché quand cette critique vient des pro-chinois, des pro-russes ou des pro-frères musulmans, il y a quand même un petit hiatus dans la discussion. Donc voilà, ça, effectivement, moi je me suis intéressé essentiellement à l'international, mais on est obligé de constater que dans le monde diplomatique,
diplomatiques, dans un certain nombre de journaux d'extrême gauche aux États-Unis, dans un certain nombre de familles politiques, parfois aussi d'extrême droite. On va avoir une défense. Quand vous aviez, je vous pique exprès sur ce sujet-là, quand vous aviez des gens qui défendaient la manif pour tous et qui sont allés devant l'ambassade de Russie, c'est une anecdote bien sûr, j'ai jamais pris ça très au sérieux, en disant Poutine venez nous aider contre ceux qui veulent le mariage gay en France. Bon, franchement, tout ça a été ridicule et je crois qu'il faut se méfier. Je crois que moi, si vous voulez, si une loi ne me plaît pas, si une décision du Conseil constitutionnel ne me plaît pas, si la Cour suprême prend une décision qui ne me plaît pas, je me bats pour gagner la bataille politique ou la bataille juridique. Je ne veux pas supprimer la Cour suprême, je ne veux pas supprimer le Conseil constitutionnel, je ne veux pas supprimer le Parlement français sous prétexte qu'il y a des lois qui ne me conviennent pas. On perd des batailles, mais ce n'est pas grave. Mais on reste dans un cadre démocratique. Mathieu Bocoté. Il y a 2 points ici, c'est-à-dire sur la dernière partie. Quand on constate qu'il y a, par exemple, dans nos sociétés, partout en Occident, quand les cours suprêmes ont décidé d'étendre, sans en avoir la permission nécessairement, d'étendre sans cesse leur pouvoir, de modifier l'équilibre institutionnel sans passer par une forme de légitimité référendaire qui leur aurait permis d'augmenter leur pouvoir, le peuple, ce truc bizarre qu'on oublie souvent en démocratie aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il y a une forme d'illégitimité relative des cours suprêmes au sens large. Je n'ai pas envie d'abolir quoi que ce soit, je ne veux pas jeter des choses par terre. Je dis qu'aujourd'hui, par exemple, l'état de droit dans nos sociétés, trop souvent, est le masque d'une forme de nomenclatura, de petite oligarchie locale, de progressisme autoritaire qui se réclame de l'état de droit pour imposer ses choix et se débarrasser politiquement d'un peuple qui le dérange. Donc, quand on est dans cette situation-là, on peut par exemple appeler au référendum. Le référendum qui restaure le pouvoir du constituant et qui permet de rappeler quelquefois à la caste qui s'est emparée des institutions qu'elle est illégitime et antidémocratique. Pour ce qui est des ennemis de l'intérieur, votre question, je pense qu'il y a une bonne partie de la gauche occidentale qui est hantée par la passion révolutionnaire. Et du jour où cette gauche a pris conscience que le peuple, la classe ouvrière d'abord, mais le peuple plus largement ne voulait pas de la révolution, elle n'a jamais cessé de chercher une forme d'entité révolutionnaire de substitution. Et on se dit quelquefois, c'est Terra Nova. Non, ça remonte à Lénine. Ça, si je peux me permettre, Lénine constate, il y a longtemps, il dit ça ne fonctionnera pas, la classe ouvrière peut arriver au stade du... en réalité. Je suis assez d'accord, ne peut accéder au stade du trade unionisme. Donc, il faut confier, l'esprit syndical, il faut donc confier aux partis, aux intellectuels, la responsabilité de piloter un peuple inconsciemment révolutionnaire. Et à partir de là, il y a toute une histoire de recherche. Donc, chez les peuples du tiers-monde, dans les années 50, 60, 70, on cherche le modèle de remplacement, le modèle de substitution. Dans les années 70, 80, 90, on va le chercher à l'intérieur. Donc, l'émergence de la diversité pour remplacer le sujet révolutionnaire ouvrier. Donc, il y a des gens qui préfèrent la révolution en toute chose parce que, vous savez, il y a des gens qui ne tiennent pas l'alcool, d'autres ne tiennent pas les idées. Et de ce point de vue, il y a une forme d'enivrement révolutionnaire. Ils sont toujours à la recherche de l'exaltation possible du moment. Et de ce point de vue, on appelle ça la vie intellectuelle d'une bonne partie de la gauche académique aujourd'hui et médiatique. Frédéric Martel, vous n'appartenez pas à cette gauche révolutionnaire. L'histoire de France, elle a montré que c'était à la fois vrai et faux ce que vous dites. Bien sûr qu'il y a eu cet esprit révolutionnaire. D'ailleurs, tout le 19e siècle, c'est une succession de révolutions et qui effraie, en effet, pour une assez large part, je dirais, la population française, qui va tout le temps se rebeller contre ces révolutions. C'est 1830, à la fois une révolution, mais après une contre-révolution. C'est 1848, c'est la Commune de Paris. C'est quoi la Commune de Paris ? Avant ça, même, c'est la rébellion inaugurale de la modernité Bien sûr, sur les Vendéens. 1789, etc. Mais c'est quoi la 1871, c'est-à-dire la Commune ? C'est d'abord et avant tout une évolution très radicale qui va être cassée par Versailles, c'est-à-dire par Thiers, et Thiers va devenir peu à peu, va permettre l'instauration de la Troisième République. C'est parce que, au fond, cette révolution radicale, robespierriste, pour le dire d'un mot qui n'est pas exact, puisque c'était plus complexe que ça, la Commune, ça va permettre de créer la Troisième République, et au fond, la démocratie, et Thiers, même Gambetta fait presque appel à Thiers au moment où il meurt. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement, c'est pas moi qui vais le nier, des forces révolutionnaires radicales qui veulent souvent d'ailleurs mettre à bas la démocratie et qui, heureusement en France, ont toujours perdu. Donc en même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter un certain nombre de revendications qu'ils portent, mais en gros, moi je ne crois pas, si vous voulez, qu'une gauche radicale de type LFI, par exemple, peut être élue si elle n'emporte pas avec elle la gauche de gouvernement. Et je crois qu'il n'y a qu'une gauche, c'est une gauche sans épithète, une gauche avec un grand G, qui n'est pas celle de la gauche radicale.
Bon, je suis obligée de conclure ce débat. Merci beaucoup, c'était absolument passionnant. On a brassé énormément de sujets. Merci à tous les deux. J'étais ravie de faire débattre un pessimiste joyeux et un optimiste lucide dans cette conversation passionnante dans le club Le Figaro ID. Merci de nous avoir suivis sur Le Figaro TV. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi au podcast de l'émission. Bonne soirée à tous sur Le Figaro TV.